Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous sommes dans la pleine journée internationale de la langue arabe et en cette occasion, nous allons tour à tour rencontrer des grandes personnalités de la langue arabe dans notre pays. Et nous commencerons bien entendu par son Excellence professeur Moustapha Koutoubou Sagno, qui est ancien ministre de la coopération, il est conférencier, professeur. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de la journée internationale, mais plus particulièrement de cette revue que vous venez de sortir à l'occasion donc de cette journée. Merci de m'avoir invité. Et merci aussi de donner cette importance à cette langue que nous considérons aujourd'hui une langue internationale, une langue importante, une langue d'une civilisation, une langue parlée par, je dirais, sans me tromper, que plus d'1 milliard à 800 millions d'habitants qui parlent cette langue tous les jours. Parce que c'est la langue du Coran, le livre saint, et c'est la langue du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et c'est la langue que nous avons, les sources de la religion musulmane est dans cette langue. Donc je souhaiterais profiter de cette occasion de vous féliciter, de vous encourager pour avoir pensé et pour avoir donné cette importance à cette langue et considérer cette journée la journée internationale de la langue arabe. Journée importante aujourd'hui pour la langue arabe, mais spécifiquement cette revue que vous nous présentez maintenant, amis téléspectateurs, c'est vraiment une source grammaticale pour aller à la source de la langue arabe. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui lisent le Coran, mais est-ce qu'ils parlent l'arabe? Et qu'est-ce que vous voulez présenter de façon très claire et simple pour tous ceux qui parlent l'arabe aujourd'hui? Et je dirais pour une petite histoire pour cette revue, quand le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, on a parlé qu'il y aura une journée pour la langue arabe, je me suis dit ça serait un peu honteux de ma part de ne pas présenter et contribuer à la célébration de cette journée tout en présentant un nouveau livre que j'ai écrit. Dans ce sens-là, vous le savez que ce sera peut-être le 26e de mes livres. Dans ces 26 livres, aux environs, il y a 22 ou 23 qui sont en langue arabe. Wow. Donc, c'était une opportunité de présenter cette revue. Cette revue a pour objectif de passer à la revue de ce que nous disons aujourd'hui, la langue coranique. Il faut faire la différence entre la langue arabe et la langue coranique. La langue du Coran, c'est une langue sainte, une langue très profonde. Et il ne faut pas forcément dire que je comprends cette langue que vous parlez la langue arabe. La langue arabe elle-même prend sa légitimité de cette langue, et la langue du Coran. Le Coran est la langue classique de la langue arabe, la langue, il faut le dire, légitime de tout ce que nous faisons. La revue a essayé de dire au monde pourquoi ne pas essayer de mettre à profit la récitation. Parce que vous trouverez un grand nombre de gens qui récitent le Coran, mais ils ne comprennent pas le contenu. Parce que la récitation ne veut pas dire l'interprétation ou la maîtrise du contenu. Donc, pour permettre aux gens qui veulent apprendre la langue arabe, utilisons cette langue coranique pour les aider à mieux comprendre, pas seulement le Coran, et à mieux même parler la langue arabe. Parce que la langue arabe que nous attendons, que vous avez dans les pays arabes aujourd'hui, ce n'est pas la langue classique. C'est des dialectes que les gens ne respectent pas les règles grammaticales. Et pour parler une langue arabe classique, il va falloir respecter ces règles grammaticales. Donc les règles grammaticales doivent pouvoir se référer à la langue du Coran. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est connu d'être celui qui maîtrisait, qui parlait la langue plus classique, la langue arabique plus classique. C'était bien lui et c'était bien ses compagnons.
Donc sa langue elle-même est une référence. Donc pour ceux qui veulent maîtriser et pour mieux comprendre ces sources divines, il va falloir qu'ils maîtrisent la langue. Donc je suis passé à la revue de comment intégrer l'enseignement, la langue coranique, dans l'enseignement de la grammaire arabe. La grammaire arabe est connue, dite l'une des grammaires les plus difficiles et plus compliquées. Ah oui, la grammaire arabe. Hein? Oui, elle est très compliquée, très difficile, et il est un peu de genre de philosophie et qui ça demande. Et vous trouverez tout un grand monde dans les Arabes qui maîtrisent la grammaire, ils ne sont pas très nombreux. Donc cette grammaire doit pouvoir aider les gens qui apprennent, parce que ceux qui ne sont pas arabes en général, il faut passer par la maîtrise de la grammaire pour mieux parler et mieux comprendre aussi et mieux faire des analyses. Avec la publication de ISESCO, que vous le connaissez, a décidé de voir que cela soit désormais parmi les références qu'ils vont publier. Et bel ouvrage qui devient un lexique, hein, qui peut être utilisé bien entendu. Vous êtes en train de nous faire comprendre qu'au niveau de l'arabophone, comme on le dit, il y a aussi des dialectes. Bien sûr, et chaque pays, dans les 22 pays arabes au monde aujourd'hui, chaque pays a des dialectes qui sont différents. Souvent, ils ne se comprennent pas. Et le dialecte marocain est un peu difficile par rapport au dialecte égyptien, syrien, saoudien, koweïtien. Bon, quand même, ce n'est pas une grande différence, mais nous trouvons que les dialectes, c'est la langue qui est unie. C'est l'arabe classique. Okay. Et cet arabe classique, la langue arabe classique, a sa source du livre saint, le Coran. Donc, c'est pour cela qu'il faut se référer à la langue de ce livre pour pouvoir maîtriser, pouvoir unifier et pouvoir donner une belle interprétation et une correcte traduction, il faut le dire, le contenu du Coran. Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas la grammaire, il est en danger, il ne sera pas en mesure de donner l'interprétation correcte du Coran. Et quand on sait que tout ce qui est livres divins sont des outils très profonds et très colorés, hein, qui explique pas mal de choses, mais donc il y a une certaine maîtrise qu'il faut apporter. Pour pouvoir maîtriser, il faut forcément avoir la maîtrise de la grammaire elle-même. La grammaire est essentielle et fondamentale dans ce sens-là. Et comment faciliter la connaissance, l'apprentissage de cette grammaire. Donc le livre a cet objectif, aider les gens de faciliter à ceux qui veulent apprendre la langue arabe, et ils savent aussi réciter le Coran et comment mettre cette récitation au service de la maîtrise de la grammaire, parce qu'il faut faire la différence. Il y a beaucoup de gens qui peuvent réciter comme nous ici, et la plupart des musulmans, tous les musulmans pris en langue arabe, récitent le Coran. Mais est-ce qu'ils comprennent le contenu de ce qu'il dit, et qu'est-ce que ça veut dire la Fatiha, et qu'est-ce que ça veut dire Qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq? Nous le répétons tous les jours, mais nous ne connaissons pas le contenu. Pour connaître le contenu, il va falloir apprendre la langue arabe. Sinon, vous êtes en train de répéter, vous êtes en train de réciter, mais il suffit tout simplement pour quelqu'un de s'adresser, peut-être de s'approcher, et d'apprendre un peu de base. C'est de cette base que nous avons essayé dans ce livre-ci, pour permettre aux gens de connaître exactement qu'est-ce que ça veut dire. Même les bénédictions que nous le faisons, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, ça veut dire quoi? Il faut faire un petit effort pour pouvoir connaître ça veut dire quoi. Et vous dire Amin, ça veut dire quoi dans la prière. Quand l'imam dit Wala dhalin, vous dites Amin. Donc il va falloir faire un petit effort pour pouvoir connaître, pas forcément maîtriser la langue arabe pour connaître cela. Vous avez les traductions aujourd'hui, dans la traduction du Coran, en langue française, en langue anko, en langue poulard, en langue soussou, et dans toutes ces langues-là. Mais ceux qui veulent vraiment avoir la maîtrise, une connaissance approfondie de la religion, il va falloir maîtriser la grammaire arabe.
Merci donc à vous, docteur Moustapha Koutoubou Sagno, d'être venu sur ce plateau à l'occasion de la journée internationale de la langue arabe dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre, avec cette revue qui va nous permettre donc d'améliorer davantage notre langue arabe. Merci. Merci beaucoup. Merci et avec l'espoir de vous retrouver avec un autre numéro. Journée internationale de la langue arabe ici en République de Guinée. Nous venons de recevoir tout à l'heure docteur Moustapha Koutoubou Sagno. Après lui, nous recevons donc El Hadj Sekou Habib Chérif. Il est le chef section langue arabe à l'IRAP, avec qui nous parlerons tout de suite de l'historique de cette journée, qui est une journée importante aujourd'hui. Elle est bienvenue sur ce plateau pour cette journée importante. Je suis content de m'avoir permis d'être sur ce plateau pour parler un peu de l'historique de la langue arabe en Guinée à l'occasion de cette journée internationale de la langue arabe. L'historique de la langue arabe en Guinée commence avec l'arrivée de l'islam dans la région ouest africaine. Et cela date à peu près, d'après les chercheurs, de 1050 de Jésus. Comment cela s'est fait? Il est rentré avec les enseignements de l'islam, les pratiques, les différentes pratiques de la religion. Parce que pour pouvoir bien pratiquer cette religion, il faut comprendre l'arabe, en quelque sorte. C'est ainsi que les médersas se sont installés un peu partout, avec l'avènement de l'islam, de façon informelle au début, très simple, sous la forme des halaqat, ou bien nous les appelons dans notre langue karanta, ou bien kharante, ou bien doudé, dans nos langues nationales, et où apprendre les bases de l'alphabet arabe, et comme ainsi on va aux profondeurs petit à petit. Ainsi que la reprise, sinon l'organisation de l'enseignement de la langue arabe en Guinée, nous avons eu beaucoup d'érudits qui ont fait des œuvres dans cette langue. Est-ce que nous pouvons avoir le nom de quelques érudits qui ont travaillé dans ce sens-là pour la promotion de l'arrivée de cette langue arabe en République de Guinée? Ah oui, on peut en citer. Quand on va au Fouta, il y a Tian Abdraman Boubandian, il y a son petit-fils El Hadj Abdraman Ba également. Et quand on vient en Basse-Guinée, il y a El Hadj Mohamed Fadiga, il y a El Hadj Ibrahim Kamara, et il y a El Hadj Ibrahim Souri Fadiga. Ce sont des récents érudits. Quand on va en tout cas un peu partout en Guinée, il y a eu le rayonnement de cette langue-là. Mais comme je le dis, de façon simple et puis traditionnelle. Mais quant à la structuration moderne, cela a débuté dans les années 80. Oui, parce que le gouvernement s'y est intéressé, et compte tenu de l'engouement que cette langue-là a eu dans le cœur des Guinéens. Donc le gouvernement s'est dit, si nous ne nous intéressons pas à ça, on va former des enfants qui auront des difficultés en matière de développement, alors que toute éducation vise à éduquer un bon citoyen. Donc, en 88, on a formalisé les programmes de l'enseignement de ce secteur-là. Ça a commencé son départ de là. En 1991 aussi, une révision a été faite. En 2002, une des troisièmes révisions a été faite. Depuis lors maintenant, cela s'est arrêté. Mais l'événement, sinon l'évolution de ce secteur a continué. Parce que c'était au niveau du primaire, on a eu le collège, le lycée, la faculté de la langue arabe a été créée ou bien fondée l'année universitaire 1999-2000. On a commencé à Jamal, après on nous a construit
une faculté, plutôt un département à chose à Sonfonia. Maintenant, nous sommes au niveau du doctorat maintenant. Donc, le département langue arabe, langue et civilisation arabe, qui a 4 chaires. Il y a la langue arabe et ses littératures, il y a la civilisation arabe, il y a la traduction, il y a aussi les sciences de l'éducation. Tout cela s'apprend en arabe aux côtés de la langue française. Parce qu'on voudrait former un citoyen qui aura son utilité au sein de sa société. Langue internationale, langue lumière, comme le disait tout à l'heure docteur Koutoubou Sagno, c'est une très très vieille langue qui aujourd'hui a besoin d'être mieux approfondie, mieux compris par les utilisateurs. Par exemple, on parle du Coran, il a parlé du Coran tout à l'heure, beaucoup récitent le Coran, mais il ne parle pas la langue. Quel est l'appui que vous apportez aujourd'hui véritablement aux différentes structures qui enseignent donc la langue arabe en République de Guinée? Pour surmonter ces difficultés, nous avons des enseignants qui suivent souvent des formations continues quand ils sont au service. Les enfants aussi, ou bien les apprenants. Il y a des livres ils sont conseillés d'avoir les livres. Seulement, nous saisissons cette occasion pour demander aux autorités de fournir plus d'efforts pour pouvoir combler les lacunes dont on souffre dans ce secteur. Et quelles sont les différentes lacunes dont vous souffrez dans ce secteur? Il y a un manque de manuels scolaires. Et on ne peut pas faire de bonnes études sans des manuels. Également, les enseignants aussi ne sont pas tellement pris en charge en matière de formation continue. Et c'est une langue qui évolue. Toutes les langues évoluent. Ah oui, et l'éducation évolue également. Donc, s'ils ne sont pas au niveau de leurs camarades des autres secteurs, là, ils vont connaître du retard. Alors, ça ne va pas servir la cause de l'éducation guinéenne. Parce que, effectivement, c'est quelque chose d'institutionnalisé, donc reconnu. Donc, il faut prêter de l'attention à son évolution pour que ça soit utile. La langue arabe parlée à travers le monde, plus de milliards qui parlent donc cette langue. Aujourd'hui, cette langue est une langue lumière qui permet aux uns et aux autres de pouvoir communiquer décemment. Et aujourd'hui, en l'occasion donc de la Journée internationale de la langue arabe, nous rencontrons donc les différents acteurs pour nous parler donc de l'implication réelle des différentes associations. Aujourd'hui, nous avons assisté donc à ce concours national de la langue arabe. Qu'en pensez-vous, vous, en tant que structure de l'IRAP? C'est vraiment, j'ai un sentiment de satisfaction et j'encourage des initiatives de ce genre pour encourager d'ardeur les apprenants dans ce secteur. Parce qu'ils n'ont rien à voir aux autres si ils sont bien encadrés. C'est une langue très riche. Évidemment, vous l'avez dit, il y en a ceux qui récitent le Coran sans savoir le contenu. Cela, avec l'apprentissage et également l'application de façon plus approfondie, ils surmonteront cela. Ce qui cause beaucoup de problèmes à leur niveau parce que c'est une langue qui n'est pas utilisée que dans les classes seulement et entre eux. Et ainsi, la langue est difficile d'évoluer. Merci donc à Elhadj Sekou Habib Chérif, chef section langue arabe à l'IRAP, d'être venu dans cette émission donc, pour nous parler de la contribution donc, de l'IRAP à la promotion de la langue arabe en République de Guinée. Merci beaucoup pour l'historique que vous avez donné. Journée internationale de la langue arabe ici en République de Guinée et nous recevons donc sur ce plateau Madame Diallo Mariama Kesso So qui est sur ce plateau, elle est étudiante. Elle va nous parler du recueil de Elhadj Abdraman Ba de l'Abbé sur lequel elle travaille actuellement. Nous allons parler avec elle, mais je voudrais vous présenter rapidement le calendrier l'Uni solaire et multiculturel afro-international, Seigneur 2018 qui est là maintenant, qui est sorti
avec l'autre calendrier dont vous pouvez vous en procurer déjà sur le marché, dans les différentes boutiques où vous pouvez en trouver. Et c'est disponible partout, d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire en République de Guinée. Madame Diallo, bonjour. Pourquoi avoir choisi donc le recueil de El Hadj Abdraman Ba? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce grand plateau à l'occasion de cette journée internationale de la langue arabe qui est ici associée à Conakry, capitale mondiale du livre. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Et, rapidement, pour répondre à votre question, vous savez, la langue arabe est une langue très très importante et une langue très vivante qui mérite cette journée qu'on lui a octroyée pour le 18, comme on appelle, décembre. Et pour avoir choisi El Hadj Abdraman Ba, ça n'a pas été fortuit. Okay. Je dirais depuis l'école primaire, j'ai toujours entendu parler d'abord de son papa, qui est Thierno Aliou Boubandian. Un grand érudit. Un grand érudit de l'abbé, qui a beaucoup fait, non seulement pour l'islam, mais aussi beaucoup pour la langue arabe. Et El Hadj Abdraman Ba est son avant-dernier fils. Okay. Mais, disons, il a beaucoup hérité de son papa. C'est là, malgré le fait qu'il n'ait pas vécu très longtemps avec son papa. Et son papa est décédé alors que lui n'avait que 11 ans. Wow, très gosse en plus. Très gosse. Mais cependant, le chemin que son papa avait, comment dire, mis là pour lui, il ne l'a pas laissé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, c'est, comment on appelle, c'est un talibé de son papa, qui était le neveu à son papa, qui est de Dar al-Abbé. Il a continué à étudier avec ce dernier. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que dans son recueil, qui est ici présent, Banat Afkari, qui signifie en français les fruits de mes pensées. Okay. Voyez-vous, une personne âgée, loin des pays arabes, arrive au cours de ses voyages, malgré, comme le disait Dr Koutoubou tout à l'heure, il y a la grammaire arabe, c'est une grammaire très compliquée, et malgré cela, il a pu écrire et tracer par trace tout ce qu'il a vécu autour de son entourage. Et quand j'ai vu tout cela, je me suis dit que vraiment, ce personnage-là mérite le fait qu'on le fasse revivre. Okay. Et comment pouvoir le faire revivre si ce n'est en utilisant ce qu'il a laissé derrière lui comme ouvrage. Et ce recueil en fait partie, comme je ne pouvais pas choisir tous ces recueils. Okay. Donc, je me suis penchée sur celui-ci, disons, à cause des différents thèmes qui s'y trouvent. Voyez-vous, dans ce recueil, il parle des thèmes politiques, des thèmes religieux, islamiques et beaucoup d'autres thèmes. On voit aussi dans ce recueil qu'il aimait vraiment sa famille, ses frères. Il y a ce qu'on appelle en arabe Arrasa. Bon, c'est quand quelqu'un meurt, tu écris des choses en son hommage. Il a beaucoup fait ce genre de thème-là aussi dans son recueil. Est-ce que nous pouvons avoir, pour nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent, qui vous regardent maintenant, vous regardez cette caméra et vous faites exactement pour refaire vivre donc ce grand érudit. Est-ce que vous pouvez nous réciter quelques éléments que vous avez retenus de ce recueil-là? أيوة ومما قاله الفقيه عبد الرحمن اللبوي لما عينته الحكومة الجمهورية الغينية لحضور مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي عقده بالقاهرة لأول مرة ثم يسر الله له بعد تمام أعمال المؤتمر بحج بيت الله الحرام وزيارة النبي عليه السلام وكان ذلك في سنة 1383 للهجرة
فقال يصف هذه الرحلة فقال خرجت من كناكر ما باكبا لمصر خاسد على ريح السبا تلبية لدعوة المؤتمر دعا إليه علماء الأزهر وبعد ساعة وصولنا دكار مدينة جميلة قرب البحار ل5 ساعات من ارتحالنا منها وصلنا باريس من دون أنا. Merci beaucoup. Je pourrais vous expliquer cela après, mais quel est le conseil que vous pouvez donner, par exemple, aux dames aujourd'hui, aux étudiantes, aux étudiants guinéens qui sont donc dans l'apprentissage de cette belle langue lumière? Tout d'abord, je vais les encourager. C'est vrai que la langue arabe n'est pas facile, mais si tu t'adonnes et que tu t'appliques, tu pourras y arriver. Okay. Et quand tu y arrives, tu verras que c'est l'une des plus belles langues dans ce monde. Okay. Et de plus, ce qui fait de plus sa valeur, c'est que c'est la langue du Coran. Okay. Et en tant que musulman, connaître cette langue est obligatoire. Merci beaucoup, Madame Diallo Mariama Kesso d'être venue sur ce plateau donc, dans le cadre de la Journée internationale de la langue arabe. Conakry, capitale mondiale du livre, englobe autant d'activités et pendant l'exécution donc des activités de ce grand événement Conakry, capitale mondiale du livre, qui a mis la lumière sur notre pays, la République de Guinée, une première en Afrique subsaharienne. C'est un événement qui nous amène de pays en pays, de langue en langue, et aujourd'hui nous sommes là dans le cadre donc de la Journée internationale de la langue arabe. Donc notre invité de ce plateau de rencontre aujourd'hui pour ce grand événement, c'est professeur Imurana Kaba. Il est vice-doyen chargé donc, de la recherche à la faculté des lettres de l'université Lansana Conté de Sonfonia. Et avec lui, nous allons donc parler de la littérature arabe. Oui, c'est extrêmement important. Journée internationale, mais la littérature, quelle est la place aujourd'hui de la littérature arabe dans ce programme de la Journée internationale? Bon, c'est une journée où il faut marquer la littérature arabe en Guinée, c'est-à-dire il y a des érudits qui ont écrit des poèmes, il y a des écrivains qui ont des romans, qui ont des nouvelles, qui ont des articles poétiques. Donc il faut vraiment valoriser ce patrimoine arabo-islamique en Guinée et en Afrique. Aujourd'hui, quelle est la contribution de façon succincte? Est-ce que la littérature arabophone est vraiment valorisée dans notre pays? Quelle est la place qu'elle occupe aujourd'hui? D'abord, pour valoriser, il faut d'abord demander si vraiment on a un patrimoine arabo-islamique. Ouais. Oui, on a un patrimoine arabo-islamique. Partant de la Haute-Guinée, il y a des écrivains, des érudits qui ont écrit, Kramo Talbi, de Kankan, et son grand-père d'ailleurs, Kramo Talbi est décédé en 1962, et son grand-père Alpha Mamoudou, il a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Bahrul Anwar, ça veut dire la mer des Lumières, et Kramo Talbi en même temps a fait le deuxième, qui a dit Safinatul Akhir al-Bahr Anwar, ça veut dire la pirogue sur la mer des Lumières. Donc ça veut dire déjà que vraiment il y a une concertation et il y a une continuité entre ces gens-là. Et quand on vient à Fouta, à Dalaba, il y a Tcherno Samba Mombaya, à Labé, il y a Tcherno Ali Boubadien, et autour de lui, il y a beaucoup de ses élèves qui ont été des poètes, Alpha Omar Dari de Dara, près de Labé, Kassim Azahoui de Zaouia, près de Labé, et quand on vise vers Koundara, on trouve le Touba, qui est un grand centre de l'enseignement arabe en Guinée, fondé par Kramoba Salim Djabi au début du 19e siècle. Et là-bas, on trouve aussi Kramo Sankou, Kramo Walou, et le grand marabout que Paul Marty a surnommé, c'est Kramo Sankou, le fils de Kramo Koutoubou Djabi. Donc avec tous ces érudits, on vient à Basse-Côte,
on trouve à Kindia Cheikh Mamadi Fadiga, on trouve à Koubia Abou Faïssi, Kramo Mohamed Yadali, qui était un grand poète. Tout dernièrement, en 1994, à l'âge Omar Sakho, qui est le maître de Mohamed Saleh Kamara, notre imam, qui est un grand érudit et qui a même un grand poète qui accueillait les hôtes de Ahmed Sékou Touré avec des beaux poèmes. Donc tous ces érudits-là, avec tous ces écrits-là, donc très très riches, mais vraiment on ne les connaît pas. Il faut les valoriser, il faut les médiatiser, il faut les étudier. La question que je voudrais me poser tout de suite, parce que toutes ces personnalités que vous avez citées sont des éminents érudits. Est-ce que écrire en langue arabe est réservé seulement aux érudits, ou est-ce que pour faire la promotion, comme c'est fait, c'est initié par l'association des musulmans de Guinée, maintenant l'AMG, hein, où ils enseignent annuellement, ils organisent des concours annuellement, et monsieur le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, qui parlait donc des maisons d'édition, est-ce que pour écrire en langue arabe, il faut forcément être érudit, ou toute personne peut écrire sur n'importe quel sujet de la société? Parce que nous savons que la langue arabe est tirée vraiment de la langue du prophète Mohamed, salut et paix sur lui, qui est une langue de paix, mais qui doit contribuer donc au développement. Est-ce qu'il faut forcément les érudits? Est-ce qu'il faut des étudiants? Est-ce qu'il faut une personne ordinaire qui peut s'impliquer dans la littérature arabe? Bon, la langue arabe, c'est une langue comme les autres langues, mais comme c'est arrivé avec l'islam, et les gens qui ont étudié cette langue et qui sont versés là-dedans, ils sont devenus des érudits automatiquement, parce que c'est des religieux en même temps comme ça. Et érudits, ça veut dire vraiment les hommes scientifiques, tout court. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a des jeunes qui ne sont pas des imams, ils sont simples intellectuels. Le défunt Mohamed Lamine Djabi, qui a fait un bon moment au Niger, il enseignait là-bas, il est spécialiste de la psycho-éducation, et il est décédé en 2016. Il a un beau roman qui s'appelle Fanta, la Vierge de Conakry. Un roman de 600 pages, un roman en 3 volumes. Il parle, ça c'est Fanta, c'est une étudiante qui veut garder sa virginité, mais elle est entre les enseignants. On parle de l'amour, on parle de la société, on parle de la politique. Donc ce n'est pas seulement de la religion. Pas seulement de la religion, donc pour tous les jeunes qui peuvent donc écrire sur la société, quand on sait que l'islam, le vecteur que l'islam communique souvent, c'est la paix. La paix, souvent, c'est vraiment la paix. Le mot l'islam, son l'étymologie, c'est salam, ça veut dire la paix. La paix. Voilà, donc il est important que chacun écrive. Donc, et le commissaire général parlait, il disait, on peut écrire sur l'embouteillage, on peut écrire sur la société, sur les choses en langue arabophone. Oui. Parce que la langue, c'est un simple outil. Donc, ça revient aux écrivains d'écrire ce qu'ils veulent. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas seulement sur le plan religieux, mais même il y a certains étudiants chez nous à Symphonia, ils écrivent des petits romans, ils écrivent des poèmes, en même temps des articles. Parce que nous-mêmes, on a une revue arabe, et on écrit des articles scientifiques qui n'ont rien à voir avec la religion, c'est-à-dire les actes d'adoration. Mais on parle de la littérature, on parle de l'éducation, on parle des socio-culturels de la Guinée et de l'Afrique. Littérature arabe en République de Guinée, à l'occasion donc de la journée. Et nous recevons sur ce plateau professeur Imorana Kaba. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous souhaiteriez donc transmettre aujourd'hui à cette nouvelle génération de jeunes, vous en tant que professeur et chercheur? Bien sûr, il faut continuer à écrire, il faut continuer à lire. Mais aussi, à l'intention même de l'État, de tous les acteurs de la culture, il faut valoriser ces manuscrits arabes que vraiment nos aînés, nos ancêtres ont laissés. Le Mali en a fait la preuve, le Sénégal, c'est la même chose, et le Nigeria. Mais jusqu'ici, il n'y a pas une maison qui contient les manuscrits écrits en arabe. Or,
c'est vraiment riche, c'est abondant en Fouta Djallon, en Haute-Guinée, même ici en Basse-Côte. Même ici à Basse-Côte. Merci donc, professeur, d'être venu sur ce plateau avec l'espoir de vous retrouver dans un autre numéro. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous recevons donc El Hadj Cheikh Oumar Bari, rédacteur en chef du magazine arabe Le Monde cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la lecture, la place de la lecture dans le cadre de cette journée et surtout dans le cadre arabophone. Je pense que la lecture occupe une place importante, une place de choix dans la religion musulmane. Ce n'est pas pour rien que le premier verset révélé sur le prophète Mohammed, paix sur lui demandait de lire. À un moment où il cherchait à donner un sens à la vie. Il philosophait, il cherchait, en fait, il s'éloignait des Mécois qui en fait nageaient dans parfois la débauche, des mers qui étaient vraiment bizarres. Le prophète en ce moment-là, il n'était pas encore le prophète, mais il s'isolait. Il allait dans les monts. La Mecque est entourée de plusieurs montagnes. Alors il allait là pour se chercher, pour se demander, pour s'interroger sur quel est le sens à donner à la vie. C'est en ce moment-là que le premier verset du Coran a été révélé sur lui demandant de lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux connaître le monde, il faut lire. Si tu veux appréhender le monde et le connaître, il faut lire. Si tu veux t'approcher de Dieu, donner un sens à ta vie, il faut lire. Tout passe donc par la lecture. Il faudrait vraiment que les gens se donnent à la lecture et savoir que, en fait, aujourd'hui, la communauté musulmane doit savoir qu'elle porte une civilisation, une grande civilisation fondée sur la lecture et l'apprentissage. Dieu, dans le Saint-Coran, dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq » Dans le même verset, on répète Iqra deux fois, lis au nom de ton Seigneur. En fait, lis au nom de ton Seigneur qui est enseigné par le qalam. C'est-à-dire c'est la lecture et l'écriture. Il faudrait que les gens se donnent à la lecture et à l'écriture, c'est fondamental et c'est vraiment c'est important. La lecture est donc la base fondamentale pour une meilleure compréhension, une meilleure connaissance donc de la langue arabophone et de l'islam. Oui, comme toutes les langues, en fait, pour mieux, en fait, en tout cas pour connaître, avoir une connaissance, c'est-à-dire bien fondée et bien posée, il faut passer par la lecture. On apprend à lire, on apprend aussi à écrire, et puis on se donne. Et par après, quand on a les outils, on s'approprie ces outils-là, on parvient finalement à lire abondamment. Je pense que toutes les communautés et les nations qui sont développées aujourd'hui ne se sont pas développées sans l'éducation, sans la lecture, l'apprentissage. Vous allez aujourd'hui en Occident, vous voyez les gens ils sont concentrés par chacun prend quelque chose. C'est un journal, c'est un roman, c'est un livre, c'est quelque chose. Ce qui fait qu'ils sont dans une situation beaucoup plus aisée. Et je voulais parce que mentalement, moralement, spirituellement, quelque part, on est toujours en contact avec le livre. Donc être tout le temps en contact avec le livre, qui est le contenant, si vous voulez, des savoirs, en tout cas fondamentalement. Il n'y a que le savoir peut se transmettre aussi oralement. Mais il faut sortir un peu de l'oralité parce qu'on dit que l'oral, si vous voulez, la parole s'envole, mais les écrits restent. Les écrits restent. Ça veut dire, il faut vraiment que les gens aujourd'hui parviennent à apprendre à lire, à déchiffrer cette langue, la langue arabe, à l'instar des autres langues. Aussi, c'est important pour chacun de nous d'avoir une certaine ouverture, connaître la langue arabe, le français, l'anglais et d'autres langues, et puis même nos langues nationales, pour pouvoir, si vous voulez, être dans le bain de la civilisation universelle et parvenir, si vous voulez, à bien vivre, à collaborer avec les autres. Et ça ne peut pas se réaliser sans vraiment la lecture et l'apprentissage. Et généralement, on dit, il y a un adage qui dit, pour éloigner l'Africain, généralement, quand je dis l'Africain, c'est entre guillemets, de sa bénédiction, il faut le mettre dans un livre. Parce que nous sommes persuadés qu'il n'ouvrira jamais le livre pour rechercher, pour faire des recherches. Oui, effectivement, il y a une petite anecdote. C'était un Africain, je ne vais pas dire le pays, pour dire les pays, qui vient à Paris. Il s'embarque dans le métro pour aller vers la région, en fait. Je pense à Bordeaux. Alors, dans tous les wagons, en fait, de ce train-là, il découvre que tout le monde est en train de lire. En tout cas, les gens de ce pays.
et lui, il a envie de trouver quelqu'un avec qui aussi parler. C'est finalement, il s'exclame, il dit, mais ici, ça ne parle pas ici à Paris. Parce qu'il a besoin de parler. Alors qu'il faut quand même parfois, on peut parler, mais il faut toujours aussi, surtout aussi lire pour savoir exprimer quelque chose d'utile. Et les grands savants, en fait, le grand philosophe Platon, quand quelqu'un venait chez lui, ou Aristote, si je me trompe, quand tu viens t'arrêter devant lui, il dit, tu parles. Il faut parler pour que je puisse savoir qui tu es. On ne peut pas exprimer quelque chose de bon, si vous voulez, d'utile, si on n'a pas étudié, si on n'a pas appris. Il faut apprendre, il faut savoir d'abord lire, apprendre quelque chose pour pouvoir véhiculer et puis causer avec les gens de manière la plus utile. Sinon si c'est seulement, on pourrait transmettre des bêtises si on n'a pas appris quelque chose. Il faut vraiment lire, apprendre à lire. La lecture, base fondamentale d'un développement réel, comme on le dit, le livre est extrêmement important. Et donc, Conakry, capitale mondiale du livre, événement mondial, international de haute qualité pour notre pays, qui a permis quand même de mettre de la lumière. Nous avons vu le passage des éminents écrivains qui sont venus, la presse internationale qui sont passés. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler donc de la journée internationale de la langue arabe. Et c'est extrêmement important. Merci donc d'être venu. El Hadj, merci beaucoup d'être venu. C'est à nous de vous remercier. Je dois profiter pour remercier vraiment M. Sanoussi Kaba qui a initié en fait cet grand événement-là, et tous ceux qui l'ont épaulé, le gouvernement guinéen et tous ceux qui ont contribué. L'association des élèves et musulmans de Guinée qui a organisé aussi ces concours aujourd'hui. Et vous, les médias aussi qui vulgarisent tout ça. Vraiment, merci à tout le monde. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Conakry, capitale mondiale du livre, événement de qualité, événement qui nous permet donc de recevoir et de promouvoir les différentes lectures, les différentes langues, les différentes nationalités que nous avons dans notre pays. Merci donc à l'équipe de Conakry, au commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, pour avoir appuyé donc la journée internationale de la langue arabe, comme toutes les autres langues d'ailleurs. Le commissariat n'arrête pas depuis le démarrage de ce programme, et la date échue, je crois, si je suis convaincu que nous y arriverons ensemble. Il y a des points de lecture qui sont en construction dans tous les quartiers, et j'invite donc par ailleurs tous les chefs de quartier qui ont mis à disposition donc des points de lecture de pouvoir permettre la construction de ces points de lecture. Comme le disait El Hadj Cheikh Oumar Bari, la lecture est fondamentale. Sans connaissance, c'est une grosse aberration pour un développement. Celui qui ne connaît pas, il devient un danger pour la société. Je vous dis bonsoir avec l'espoir de vous retrouver dans un prochain numéro. Au revoir.